Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. J'ai vu mon rêve se réaliser et mon fantasme ne me tourmente donc plus. Maintenant, je m'en accommode. Mais attends, c'est de la névrose. Ben oui, je sais. Je suis folle. Est-il dit que le psychanalyste se doit de cacher ses émotions et d'arborer un visage neutre au cours des séances ? Freud lui-même souriait peu, paraît-il, mais d'aucuns affirment que c'était parce qu'il souffrait terriblement d'un cancer de la gorge qui le rongeait, ce qui ne l'empêchait pas de fumer des cigares continuellement. Alors en analyse, l'empathie est-elle un obstacle ou une nécessité ? L'équipe des Nouveaux Chemins a son mot à dire sur le sujet puisqu'ils ont tous préparé cette semaine comme chaque semaine. Il s'agit d'Antoine Ravon, Marianne Chassor, Colomba Grossier, Lucie Tardy, avec Nicolas Berger cette semaine à la réalisation, Alexandre Dang aujourd'hui à la prise de son et aux 2 minutes papillon, celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51, qui s'appelle Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à vous Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Barthes sur le divan aujourd'hui à l'occasion de la diffusion ce soir sur Arte d'un documentaire de Chantal et Thierry Thomas. Rendez-vous à 10h51 pour vos 2 minutes papillon. Alors après la pulsion de mort et l'agressivité, c'est-à-dire les sources du malaise dans la culture, lundi, en compagnie de Paul-Laurent Assoun, de Dorian Astor et de Johan Sfar, qui a dessiné pour nous en direct. Ça c'était lundi donc, après Colette Solaire et Clotilde Leguil, qui hier se sont demandé si la femme existait bel et bien, et avant Steve Demasieux et Roland Gori, qui demain s'interrogeront sur les liens entre psychanalyse et psychiatrie. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui la psychanalyste Laurence Kahn et le psychiatre Serge Tisseron qui viennent s'interroger sur la place de l'empathie dans le transfert. Je ne saurais recommander avec assez d'insistance aux collègues de prendre pour modèle, pendant le traitement psychanalytique, le chirurgien, qui met de côté tous ses affects et même sa compassion humaine, et qui fixe un seul but aux forces de son esprit, effectuer l'opération en se conformant le plus possible aux règles de l'art. Dans les circonstances présentes, une tendance d'affect est pour le psychanalyste plus dangereuse que tout. La justification de cette froideur de sentiment exigible de l'analyste est qu'elle crée, pour les deux parties, les conditions les plus avantageuses. Pour le médecin, la préservation souhaitable de sa propre vie d'affect. Pour le malade, l'aide la plus étendue qu'il soit aujourd'hui possible de lui donner. Un vieux chirurgien avait jadis pris pour devise ces paroles « Je le pensais, Dieu le guérit ». L'analyste devrait se contenter de quelque chose de semblable. On arrive à dire quelque chose, à accoucher d'une idée, d'une pensée, de quelque chose qui est dur, et on n'a rien en retour. On paye en plus. C'est horrible, enfin, c'est super dur. On va quelque part, on y va, ça prend du temps, on attend, on passe, on dit des trucs pas marrants, en plus on paye, et puis on rentre chez soi, on met son mouchoir par-dessus. Enfin, il n'y a pas... Quand on dit quelque chose de difficile à une amie ou un ami, on va avoir mais c'est pas grave, mais non, mais tu es quand même ceci ou tu es quand même cela, mais moi je t'aime, et moi je pense à toi, moi je te comprends, mais lui il comprend pas, il s'en fiche, c'est pas du tout son travail d'être réconfortant. Et c'est là où on passe un pas entre dire à un ami j'ai vécu telle chose ou je pense telle chose, c'est très dur pour moi, et le dire à un psy qui va rien dire en retour, qui va dire bon on se voit à tel moment. C'est horrible, c'est horrible. Bonjour Laurence Kahn.
Bonjour. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Vous êtes psychanalyste et membre titulaire de l'Association psychanalytique de France et l'auteur d'un ouvrage fort utile pour la discussion qui nous concerne aujourd'hui, intitulé « Le psychanalyste apathique et le patient postmoderne », publié aux éditions de l'Olivier. Et à vos côtés se trouve Serge Tisseron. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes quant à vous psychiatre, docteur en psychologie et chercheur associé à l'université Paris 7 Denis Diderot. Vous venez de faire paraître, c'était cette année, Le jour où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle chez Albin Michel. Et puis utile aussi pour l'émission d'aujourd'hui. Alors il y en a beaucoup des livres que vous avez consacrés à l'empathie, mais je citerai celui intitulé Fragment d'une psychanalyse empathique, toujours chez Albin Michel, où vous racontez votre psychanalyse, votre seconde psychanalyse, avec un psychanalyste qui lui faisait preuve d'empathie. On y reviendra. Alors nous venons d'entendre deux choses, deux points de vue. D'abord, le point de vue du psychanalyste et le point de vue de la théorie, Freud lui-même, dans ses conseils aux médecins dans le traitement psychanalytique, qui recommande avec insistance à ses collègues de se comporter pendant le traitement tel un chirurgien, avec la même froideur, le mot est prononcé. Et puis ensuite, on a entendu le témoignage d'une femme qui a été psychanalysée. C'était un extrait d'un documentaire réalisé par Judith Dupasquier, qui a été diffusé sur Arte en 2003, Nos inquiétudes, témoigner de la psychanalyse. Cette femme, elle dit toute sa souffrance à parler à un homme qui semble ne pas l'écouter, qui semble même être indifférent à ses soucis, de n'avoir aucun retour, aucun répondant émotionnel. Alors qu'en est-il, Laurence Kahn ? Écoutez, je pense que quand vous avez tout à fait au début posé la question de savoir si l'empathie était un obstacle ou une nécessité, intérieurement j'ai pensé à ce moment-là, mais évidemment c'est les deux. C'est toute la difficulté du problème de l'empathie, d'autant plus que vous avez précisé au fond que le problème était celui de la place de l'empathie dans le transfert. Ce qui est extrêmement différent de la place de l'empathie en général, c'est-à-dire comme elle est pensée dans la philosophie, comme elle est pensée par rapport au lien social. Dans le transfert, évidemment que la question de l'empathie est absolument cruciale, parce que finalement, qu'est-ce que cherche à faire l'analyste ? L'analyste tente, avec son patient, de créer un espace tel que puisse déployer, émerger, puis se déployer tout ce qui fait obstacle à une vie à peu près joyeuse. On va dire ça comme ça, à peu près joyeuse. C'est-à-dire toute la part sombre. D'une certaine manière, la part heureuse est une contribution à la possibilité de poursuivre le traitement, mais la part sombre est ce qu'il faut réussir à déplier à l'intérieur de la relation transférentielle, c'est-à-dire déplier le refoulé, c'est-à-dire ce que Freud appelle l'inutilisable. Inutilisable pour la tendresse, inutilisable pour l'amour, inutilisable pour la reproduction, inutilisable pour la sublimation. Grosso modo, c'est ça. Je vais vite. Mais pour obtenir un tel résultat, au fond, il faut que l'analyste réussisse à la fois à maintenir un espace d'accueil, sans répéter les blessures, et en même temps, ne jamais être orienté par le but de la bonté. Car le but de la bonté est en soi, ou de la réassurance, ou du réconfort, est en soi une représentation but, qui va totalement dérouter son travail, et en particulier neutraliser éventuellement l'émergence de l'hostilité, voire de la haine meurtrière, qui sont des éléments absolument capitaux dans une analyse. Donc l'extrait du témoignage qu'on a entendu était en fait le signe, le symptôme d'une analyse qui fonctionnait, le fait que la patiente elle-même se trouve révoltée par l'attitude de son psy. Alors, oui, mais il y a juste une chose qui pose problème, je ne sais pas si c'est problème d'ailleurs, mais sur lequel je m'interrogerais, c'est quand elle dit « on met son mouchoir par-dessus ». Parce que, malgré tout, dans le mouvement d'une cure, avec ces temps longs de séance, extrêmement réguliers, où, à certains égards, l'analyste s'efface à l'intérieur même de la stabilité du cadre qu'il a créé, en principe, le patient ne met pas son mouchoir par-dessus. Si l'analyste fait son travail, le patient ne met pas son mouchoir par-dessus. C'est-à-dire que le travail se poursuit entre les séances. Et
est repris, rebondi sous la forme d'un autre fragment transférentiel qui apparaît dans la séance suivante. Serge Tisseron, le texte de Freud que j'ai lu en début d'émission, les conseils aux médecins dans le traitement psychanalytique, prônait une forme de distance, on pourrait presque dire d'apathie, du psychanalyste à l'égard de son patient. Vous en appelez plutôt à l'inverse, en tout cas à la réinsertion d'une forme d'empathie dans la séance. Freud ne s'en est pas tenu dans sa vie à ces quelques lignes que vous avez lues. Le texte que vous avez lu date de 1912. Eh bien, j'ai sous les yeux un autre texte qu'il a écrit en 1921 dans Psychologie des masses et Analyse du moi. Et voilà comment il définit l'empathie, la compréhension du mécanisme qui nous rend possible toute prise de position à l'égard d'une autre vie d'âme. Et il ajoute encore, c'est ce qui permet de ménager l'autre et de lui apporter son aide. Donc je pense que quand, dans le texte que vous avez lu, voilà, Freud n'avait pas encore vraiment compris à quel point il y a une différence majeure entre le chirurgien et le psychanalyste, c'est que l'un opère un patient endormi, alors que l'autre opère un patient éveillé, si on peut dire. Et donc il faut tenir compte de la souffrance que peuvent susciter les interventions, les non-interventions du psychanalyste. Alors, il n'empêche que c'est vrai, dans le témoignage qu'on a entendu de l'auditrice, eh bien, le psychanalyste ne dit rien. Alors c'est vrai que c'est un habitus assez répandu du psychanalyste à ne rien montrer. C'est un habitus qu'il faut expliquer à la fois par des raisons doublement historiques. Première raison, vous savez, Freud ne souriait peut-être pas beaucoup à cause de son cancer de la mâchoire, comme vous avez dit, mais il parlait beaucoup. Et tous les psychanalystes qui ont fait un bout d'analyse avec Freud ont raconté qu'il parlait sans arrêt. Ceux qui ont écrit mon analyse avec Freud parlait sans arrêt. Alors, ces gens qui avaient eu un analyste qui parlait sans arrêt, ils ont copié Freud, ils ont parlé sans arrêt. Et puis leurs propres patients n'avaient pas affaire à Freud. Donc ils avaient affaire à des analystes, première génération après Freud, qui parlaient sans arrêt, ils n'ont pas supporté. Alors ils ont adopté la posture contraire, de ne rien dire. C'est comme ça que les analyses des années 1950, 60 se sont mis à ne rien dire, alors que leur maître parlait toujours beaucoup trop. Et ça, c'est la première raison historique. Vous voyez, on passe d'un excès de parole à un excès de silence. La deuxième raison historique, c'est que Freud avait affaire, et les premiers post-freudiens avaient affaire à ce qu'on appelait des patients névrotiques traditionnels. Voilà, des patients pour lesquels ce qui était important, c'était de repérer le transfert par rapport à des figures parentales, voilà, le père, la mère. Et puis, dans les années qui ont suivi, on s'est aperçu que beaucoup de patients, en fait, avaient été victimes de traumatismes graves, qu'ils avaient de la peine à aborder, des traumatismes pour lesquels ils étaient honteux, c'est dans la honte. Et on s'est aperçu que si le psychanalyste n'aidait pas un peu le patient par une relative présence chaleureuse, eh ben, le patient pouvait faire des années d'analyse sans jamais aborder des traumatismes graves qu'il avait vécus. Et donc on s'est aperçu qu'un peu d'empathie, ou beaucoup, selon la personnalité des analystes, c'était un élément nécessaire pour que le psychanalyste puisse faire face à ces nouvelles formes de pathologie dans lesquelles les traumatismes étaient au premier plan. C'est par l'imagination seule que nous pouvons concevoir et sentir ce que les autres sentent, c'est-à-dire en imaginant ce que nous sentirions à leur place. Généralement parlant, nous prenons part à toutes les affections des autres. Le principe qui nous fait prendre part aux affections des autres, quelles qu'elles soient, peut être justement appelé sympathie. Elle n'a pourtant pas lieu universellement pour toutes les passions dont certaines excitent plutôt notre antipathie. Notre sympathie avec la joie ou le chagrin est bien faible avant que nous sachions ce qui les occasionne. C'est pourquoi nous sentons souvent, en nous mettant à la place d'autres personnes, des passions dont elles sont incapables, et de là notre pitié pour les fous et l'idée où nous sommes que la folie est un si grand malheur. De là encore notre compassion pour les morts et la frayeur que la mort nous inspire. En nous transportant d'imagination à leur place, nous joignons l'idée de leur situation, le sentiment que nous en avons et qu'ils n'en ont pas. Rien de plus précieux que cette illusion de l'imagination par l'avantage qu'en retire la société.
Alors essayons d'avancer dans la discussion, Laurence Kahn et Serge Tisseron, en précisant les termes dont nous allons avoir besoin pour savoir ce qu'il en est de cette place de l'empathie dans le transfert. Comment définir l'empathie? Et peut-être une des manières de le faire serait de la distinguer de la sympathie. Je viens de lire un extrait d'Adam Smith, La théorie des sentiments moraux, que vous avez sans doute reconnu, Laurence Kahn, puisque vous le citez dans votre ouvrage, le psychanalyste apathique et le patient postmoderne, où Adam Smith fait de la sympathie cette faculté par l'imagination de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Comment se distingue l'empathie de cette définition de la sympathie? Je crois que il y a rien que votre citation de Adam Smith, au fond, indique qu'il y a une très longue histoire de l'empathie. Avant Freud, après Freud. Et l'empathie, au fond, s'articule toujours à une théorie du perçu, ressenti, perçu de l'autre, et construction de ce qu'on imagine être l'autre. Alors, dans le cas de la sympathie, finalement, il y a cette idée que on va souffrir avec l'autre. Il y a le Miterleben dans la sympathie, c'est le vivre avec, vivre dans l'autre. Ce qu'il y a de commun avec l'empathie, et ça, dans le texte de Adam Smith, ça apparaît très très bien. Ce qu'il y a de commun avec l'empathie, c'est que on est dans un registre de l'imagination, c'est-à-dire qu'on est en fait dans un registre du préconscient. Dans l'empathie, au fond, de la même manière, on va être dans un registre du préconscient, mais la grande différence, c'est que Freud ne s'appuie pas sur Adam Smith. En fait, il s'appuie sur la suite des théories esthétiques qui se sont servies de l'Einfühlung, du ressentir en se mettant à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire une perception de l'autre, mais ce qu'il introduit, c'est l'usage de la trace motrice, l'usage du positionnement moteur de l'interlocuteur. Et ça, c'est extrêmement important par rapport à ce qui va nous occuper, puisque, au fond, la question de la froideur est à la mesure de la capacité à percevoir tous ces mouvements qui vont très très au-delà des contenus sémantiques des énoncés dans une cure. Tous les mouvements, respiration, prosodie, rythme, silence, différentes natures de silence, puisque bien évidemment qu'il y a 1000 manières de se tenir silencieux. Donc tous ces éléments-là, qui sont des éléments en réalité moteurs, vont être perçus par l'analyste et construits au niveau de cette sorte de palpation, construits et élaborés par l'analyste en le travaillant avec le patient. Mais là encore, ça n'a exactement rien à voir avec les bons sentiments. Il y a dans la sympathie quelque chose qui est de l'ordre du bon sentiment, et il y a dans l'empathie quelque chose qui peut se passer totalement des bons sentiments. L'empathie telle qu'elle est définie pendant, je dirais, des dizaines d'années, se passe absolument des bons sentiments. Alors, je voudrais juste ajouter un point. Il n'est pas certain, par rapport à ce que disait Serge Tisseron à l'instant, il n'est pas certain que le silence et la froideur de l'analyse puissent être simplement imputés à cette espèce de retournement, c'est-à-dire Freud, très bavard. C'est une réaction à Freud. C'est ça, c'est pas du tout simplement une formation réactionnelle. D'abord parce que quand on regarde les comptes rendus de séance des ego-psychologistes, on s'aperçoit qu'ils interprètent beaucoup, énormément, qui sont malgré tout dans cette énorme bascule Est-Ouest de l'après-guerre, vers les États-Unis. Les ego-psychologistes sont malgré tout les héritiers, les premiers héritiers de Freud, et on s'aperçoit qu'ils parlent énormément. Et les élèves immédiats des ego-psychologistes, c'est-à-dire tout ce qui va faire le terreau de la psychanalyse postmoderne, pour le coup, c'est-à-dire Merton Gill, etc., sont des gens qui
également parle beaucoup. Quand on regarde les comptes rendus de séance dans les textes, puisqu'il y a énormément de textes qui ont été publiés. Donc, moi, je pense que c'est pas comme ça que se pose le problème. Le problème, c'est qu'il y a une théorie du silence qui a été développée et qui a en particulier été développée par Lacan, et qu'on ne peut pas du tout laisser complètement de côté cette théorie de la réserve complète de l'analyste, c'est-à-dire la façon dont va être levé quelque chose de l'ordre du refus de réponse à la demande, et ce faisant, le passage par, au fond, pour être le plus clair possible, une défaite des illusions de l'imagination que la parole aurait tendance à entretenir. Donc je pense que c'est pas simplement une formation réactionnelle. Serge Tisseron, vous, dans la définition que vous proposez de l'empathie, notamment dans la seconde partie de votre livre, sur les fragments d'une psychanalyse empathique, vous montrez bien que l'empathie n'est pas simplement de l'ordre des sentiments, qu'il y a une dimension même cognitive à l'empathie. Oui, et d'ailleurs c'est sur cette voie-là que s'avancent aujourd'hui les travaux en neurosciences. Et donc aujourd'hui il est à peu près convenu que l'empathie c'est une construction à plusieurs étages. Il y a un premier étage en effet qui est émotionnel, purement émotionnel, mais tout en maintenant la différence entre soi et l'autre. La sympathie, on peut confondre ses émotions avec celles d'autrui. En principe, l'empathie donc émotionnelle, l'empathie encore appelée affective, eh bien, on perçoit les émotions de l'autre, on les perçoit d'autant mieux qu'on les ressent, mais on ressent en même temps que c'est celle de l'autre, et pas les siennes forcément. Mais en revanche, dans cette empathie émotionnelle, il y a toujours le risque de ce que Martin Hoffman appelle la détresse émotionnelle, c'est-à-dire le fait de tellement s'identifier aux émotions de l'autre, d'aller chercher dans son stock d'émotions à soi des émotions proches, et finalement on confond les émotions de l'autre et les siennes. C'est pour ça que le deuxième étage de l'empathie, à partir de 4 ans et demi, ce qu'on appelle l'empathie cognitive, ça va être complètement l'opposé. Ça va être le fait de percevoir l'état mental de l'autre avec ses particularités, ses différences, et éventuellement une extrême froideur. Je comprends l'autre, mais je n'ai aucune émotion à son égard. Et puis le troisième stade de l'empathie, ça va être l'empathie qui va réunir les deux, et c'est ce que Jean de Séty, qui est un neuroscientifique actuel qui travaille sur l'empathie, appelle le point de vue allocentré, c'est-à-dire que ça va être un mélange d'empathie émotionnelle, d'empathie cognitive, un va-et-vient, un aller-retour, et faut bien comprendre que cet aller-retour, il n'est plus intuitif, il n'est plus spontané comme l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. On cherche toujours, on adhère plus ou moins toujours aux émotions d'autrui quand on en est proche, et on cherche toujours à comprendre les raisons d'autrui. En revanche, cet aller-retour entre l'empathie affective et l'empathie cognitive, ça va être un choix intentionnel. Le choix de comprendre le point de vue de l'autre en se décentrant de son point de vue personnel, et à la fois éprouver ce qu'éprouve l'autre, mais comprendre que ce qu'on éprouve soi-même n'est pas forcément ce qu'éprouve l'autre dans la même situation. Et donc ça, c'est ce que Martin Hoffman appelle la prise de rôle mature de l'empathie, et c'est, je pense, la position idéale pour l'analyste. Alors, essayez de clarifier les choses, parce que c'est quand même des vocabulaires quand on n'est pas vraiment familier des auteurs que vous citez et de la pratique de la psychanalyse, ça peut être un peu perturbant. En clair, est-ce que pensez-vous que l'un et l'autre, d'ailleurs Laurence Kahn et Serge Tisseron, que le patient doit sentir qu'il est compris par son psychanalyste pour que la cure fonctionne? Je pense que c'est absolument nécessaire, oui, mais voyez, du point de vue du psychanalyste, ce qui est important, d'ailleurs du point de vue de la relation en général, c'est d'être capable de ressentir ce que ressent l'autre, mais en comprenant que notre ressenti n'est pas forcément l'outil absolu pour comprendre ce que ressent l'autre. C'est ce va-et-vient, voyez, entre le fait de mieux ressentir pour mieux comprendre, mais aussi de mieux comprendre pour mieux ressentir. C'est pour ça que il faut se méfier, ce que disait Laurence Kahn tout à l'heure, il faut se méfier de l'empathie émotionnelle quand elle n'est pas complétée par un effort de compréhension de la différence qui existe entre l'autre et soi. Et c'est très compliqué, c'est pour ça aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup de radicalisme. Le radicalisme, c'est l'impossibilité de comprendre le point de vue de l'autre. Et vous voyez, on rejoint indirectement la question de l'empathie. Laurence Kahn, sur cette question de la compréhension du patient par son propre analyste. Mais moi, j'ai envie de dire, tout dépend ce qu'on va appeler être compris. Parce que vous allez assez loin quand même dans votre ouvrage pour montrer les dangers d'une trop grande empathie au sein de la séance. Ah mais oui, bien évidemment. Tout dépend ce qu'on appelle être compris par son analyste. C'est-à-dire que si l'analyste n'a pas les moyens, au fond, d'entendre la couche perceptible, immédiatement perceptible, consciente, mettons, la plainte douloureuse,
et en même temps, la fonction que peut avoir cette couche de surface, c'est quand même la théorie des ruses de l'inconscient. Hein. Je veux dire, un psychanalyste, il s'occupe de ça. C'est-à-dire, c'est exactement, il s'occupe de ça. C'est le cas de le dire. Et donc, au fond, s'il n'a pas en même temps une part de lui qui est orientée vers la compréhension des sources qui impulsent cette plainte, c'est-à-dire éventuellement le contraire absolu de la douleur, mettons une haine farouche. Et là, il faut distinguer le travail de l'analyse dans la séance, dans le transfert, d'une grille d'interprétation, puisque bien évidemment, le seul matériau pour l'analyste, c'est ce qui se déroule entre lui et son patient. Ça n'est certainement pas la réorganisation à coup de grille de lecture, c'est-à-dire théorique, ou bien à coup d'histoire du patient. C'est vraiment la part la plus obscure qui se déroule à l'intérieur même de la relation. S'il n'a pas les moyens, s'il ne se donne pas les moyens au fond, d'aller creuser en dessous de cette couche immédiatement accessible, et donc si il réconforte au moment où on lui demande de réconforter, je ne vois pas comment il pourra s'offrir et tolérer lui-même la violence, par exemple, de ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, un transfert négatif, c'est-à-dire l'explosion d'une zone haineuse qui n'a pas trouvé sa cible. Mais le risque étant que le patient ne revienne pas. Si cette explosion a lieu et que le psychanalyste ne répond pas du tout, qui dit qu'il va revenir la fois d'après? Mais exactement. Je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire que là, l'équilibrage économique de chaque séance est un enjeu absolument majeur pour un analyste. C'est vraiment peut-être que c'est le seul but de l'analyse. C'est faire en sorte que le pire puisse se déployer, et en même temps, d'ailleurs Freud le dit dans des innombrables textes techniques, faire en sorte qu'en même temps, dans ce mouvement de répétition, par exemple de répétition haineuse, faire en sorte que l'analyste ne répète pas les blessures, les humiliations de l'enfance, ou les blessures de l'enfance. Donc il y a là un équilibrage extrêmement compliqué, qui est vraiment alors l'art même de l'analyse, mais qui n'est pas simplement une affaire de réconfort. Absolument pas, parce que le réconfort peut être aussi pris par le patient comme une tentative de l'analyste d'éviter l'attaque. Voilà, et Serge Tisseron, vous racontez des scènes où vous avez senti une forme de réconfort de la part du psychanalyste que vous suiviez à ce moment-là. Mais oui, absolument. Et qui vous était nécessaire, dites-vous. Oui, mais pas forcément au moment où je pensais en avoir le plus besoin. C'est-à-dire, ça pouvait ne pas se révéler dans la séance, où pourtant j'éprouvais beaucoup de souffrance, mais se révéler après sur le pas de la porte. Mais il y a toujours un moment où une parole de réconfort était prononcée, mais pour reprendre ce que disait l'auditrice au début, qui disait, je racontais... Le témoignage du documentaire, oui. Le témoignage du documentaire, mon analyse disait rien, etc. Alors oui, le mien ne disait rien non plus, mais d'abord, j'étais en face à face, donc il me regardait, il était très important, et je voyais bien dans ses yeux que, il participait à ce que je disais. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a tout un problème de l'indication de la psychanalyse. Patient allongé, il risque de se sentir terriblement abandonné dans les moments difficiles. Patient assis, peut-être c'est un peu intrusif à certains moments, mais pour les patients en grande souffrance, ça peut être nécessaire. Voilà. Et moi, j'étais dans cette situation-là. Et le regard m'aidait beaucoup. On peut se sentir soutenu par le regard, porté par le regard. Et même si mon analyse ne disait rien, sur le pas de la porte, il avait toujours un petit mot pour me faire comprendre que il avait participé à ce que j'avais dit. Voilà. Mais c'est pas un réconfort au sens où quelqu'un vous tape dans le dos en disant allons, des problèmes comme ça, tout le monde en a, allons, courage, tu vas y arriver, tu portes en toi la force pour déplacer la difficulté. C'est pas ce genre de réconfort. C'est un réconfort qui porte sur le fait qu'on se sent
compris et accompagné, et pas forcément et que c'est pas un obstacle selon vous, ce que Laurence Kahn appelait le transfert négatif, justement, non, c'est l'expression de cette haine que l'on découvre au moment même où on parce qu'il y a d'autres moments où le transfert négatif peut apparaître. De toute façon, il ne faut pas non plus donner trop d'importance au transfert négatif. Je veux dire, c'est très important d'en tenir compte à un certain moment, mais le déroulement de la cure, le transfert ne s'interprète pas tant qu'il fonctionne positivement. Voilà. Et donc, heureusement qu'il y a du transfert positif, sinon les patients ne reviendraient jamais. Et donc, lorsque le transfert négatif apparaît, là, il est important de l'interpréter. Mais il arrive toujours à un moment ou à un autre. Le fait qu'un psychanalyste se montre réconfortant dans des moments où le patient en a besoin n'empêche pas du tout l'émergence du transfert négatif, et je dirais même le permet, parce que le patient continue à venir. Et si vous voulez, on ne peut vraiment aborder des émotions négatives que si on a l'impression d'avoir un interlocuteur qui est sensible pour entendre à la fois le positif et le négatif. Sinon, on ne l'aborde pas. Asseyez-vous. Oui. J'ai jeté un coup d'œil à votre dossier. C'est quoi déjà votre nom? Easy. C'est un diminutif, ça. C'est quoi votre nom? Je vous demande pardon. Votre vrai nom, c'est quoi? Concentrez-vous un peu. Mon nom, c'est Isabella. Ah, voilà, Isabella. Et vous avez changé ça en Easy. Vous avez occulté la part de tendresse qu'il y a en vous, parce qu'Isabella, c'est très doux, et Easy, c'est très dur. Voilà qui en dit long sur votre personnalité, je trouve. Vous êtes mal à l'aise avec la douceur qui vous habite. Alors, vous exagérez votre côté rebelle. C'est vrai ou c'est faux? Où est votre fiche? Ok. Alias Glow Stick. Pourquoi alias Glow, machin, c'est... Oh, Call Girl? Mais c'est dégoûtant. Comment vous pouvez supporter de faire ça? Honnêtement. Et il y a un moyen d'avancer dans ce job? Oui, mais on recule aussi vite. Vous savez, moi, ça m'a jamais posé de problème. On ne rigole pas en thérapie. Tout ne va pas selon votre cœur, mais non, mais non. Vous prenez l'air d'un enfant boudeur, mais si, mon cœur sensible vous plaint tout bas, n'y voyez point ce qui n'y est pas. Ce n'est que sympathie profonde. Il faut, je le vois bien, qu'on vous console, qu'on vous cajole, mais si je vous prends la main, n'allez pas en faire un monde. Ce n'est que sympathie profonde. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h33 et c'est le 3e temps de notre série consacrée aux mots de la psychanalyse, mots M-A-U-X. Mais on peut aussi écrire mots M-O-T-S, c'est comme vous voulez. Et pour l'occasion, nous parlons de la place de l'empathie dans le transfert en analyse, en compagnie de Serge Tisseron, psychiatre et chercheur associé à l'Université Paris 7 Denis Diderot, auteur des Fragments d'une psychanalyse empathique publiés chez Albin Michel, et de la psychanalyste et membre titulaire de l'Association psychanalytique de France, Laurence Kahn, à qui l'on doit un ouvrage intitulé Le psychanalyste apathique et le patient postmoderne, publié aux éditions de l'Olivier. Sympathie profonde, il faut, je le vois bien, qu'on vous console, qu'on vous cajole, mais si je vous prends la main, n'en faites pas un monde, ce n'est que sympathie profonde. Je me suis employé à démontrer, et je n'ai pas eu trop de mal à le faire, qu'il n'y a pas de différence essentielle entre votre conception et la mienne. Je sais que vous m'avez dit à l'occasion que je m'appliquais beaucoup trop à réaliser une identité complète entre vos vues et les miennes. Je pense quand même que cette fois, je suis dans le vrai. Le tact, tel que je le conçois,
ne veut absolument pas être une concession au bon plaisir du facteur subjectif, encore moins favoriser l'influence des propres complexes non maîtrisés. J'exige au contraire le contrôle le plus rigoureux de ceux-ci. Je pense seulement qu'il faut tout d'abord se mettre à la place du patient, entrer dans ce qu'il ressent. Mais je suis entièrement de votre avis en ce qui concerne la topique de ce processus psychique. Cette empathie de l'analyste ne doit pas avoir lieu dans l'inconscient, mais dans le préconscient. Être correctement analysé correspond pour l'analyste à ce que vous appelez normalité. Si cette condition est réalisée, on est en mesure d'évaluer justement les différentes réactions, à savoir les siennes propres comme celles du patient, et prendre la décision adéquate. Pour finir, je vous ai aussi donné raison sur le fait que malgré toutes les mesures de précaution, un mauvais usage ne manquera pas de se produire, même avec ces conseils techniques. Puisque l'empathie ne peut pas s'appliquer de manière, disons, théorique, de manière par principe dans les analyses, et que vous avez dit l'un et l'autre, Laurence Kahn et Serge Tisseron, qu'il s'agissait d'être attentif aussi à chaque séance et à chaque patient. Et si on remplaçait le terme d'empathie par celui de tact, comme le fait Sándor Ferenczi dans une lettre à Freud du 15 janvier 1928, alors peut-être aurions-nous avec ce terme-là de tact toute la nuance dont doit faire preuve l'analyste, y compris la distance qu'il doit mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte que le transfert se passe le mieux possible. Tact dont semble manquer cruellement pour le coup le personnage du film Broadway Therapy, dont j'ai diffusé un extrait juste avant, où Jennifer Aniston interprète une psychanalyste là qui paraît tyrannique, qui se moque ouvertement de sa patiente et ensuite lui impose des règles en l'interdisant de rire au cours de sa séance. Laurence Kahn. Il y a beaucoup de choses en ce Oui, alors le tact et la première chose, le lien. Le tact. Quand même, Ferenczi donne une définition du tact. Qu'est-ce que le tact ? La réponse à cette question ne nous est pas difficile. Le tact, c'est la faculté de sentir avec. Et quel terme emploie-t-il ? Einfühlung en allemand, c'est-à-dire l'empathie, ce qui a été traduit par l'empathie. Donc le tact et l'empathie, c'est à peine un changement de vocable. Deuxième chose, alors évidemment l'extrait de film est absolument merveilleux parce qu'on a l'impression de Clout complètement à l'envers, puisque Clout elle est vraiment accueillie par une analyse qui l'écoute sans jamais donner. Je ne sais pas si vous avez lu. Clout, c'était avec Jane Fonda, qui est une call girl, qui est embarquée dans des histoires de meurtre avec certains de ses clients, peu importe, mais qui tombe amoureux et qui est frigide. Très très important. Élément très important. Condition pour parvenir à exercer son métier en quelque sorte. Et qui, patatrac, tombe amoureuse de policier qui est chargé d'enquêter sur les menaces de mort qu'elle reçoit de la part de ses clients meurtriers, sans qu'on sache du tout de qui il s'agit. Et quand je dis que c'est l'inverse de Clout, c'est-à-dire que il y a des séances d'analyse qui apparaissent dans le film, où finalement l'analyste n'a aucun jugement moral sur le personnage de la call girl qu'est Jane Fonda, qui écoute avec la plus extrême attention l'espèce d'effondrement intérieur que représente le fait qu'elle tombe amoureuse, ce qui en soi est un changement absolument majeur qui ne l'encourage pas pour autant à ce moment-là, qui simplement l'accompagne dans le travail qui consiste à tolérer l'émergence, pas simplement de ses émotions, oui, alors que là, l'émergence du désir, parce que quand même les émotions, c'est une toute petite partie de ce que peut être le désir, avec tout ce qu'il y avait de désir inconscient qui n'avait pas trouvé sa voie de satisfaction dans le cas de. Voilà. Alors, troisième chose quand même. L'élément important à mes yeux dans l'extrait qui vient d'être lu, c'est le fait que Ferenczi souligne bien, et Freud, quand il reviendra sur cette lettre, souligne bien que l'empathie est une affaire préconsciente. C'est-à-dire que c'est un outil de la conscience, même si c'est sous forme préconsciente. Mais en aucun cas, ça ne donne accès véritablement à la part inconsciente, c'est-à-dire à la façon dont Freud a toujours défini le contre-transfert, car il était loin de l'ignorer, bien évidemment, et pas simplement sous la forme de la maîtrise des émotions, comme on a cherché à le lui faire dire, qui est l'influence de la parole
du patient sur la sensibilité inconsciente de l'analyste. Donc au fond, la part d'auto-analyse de l'analyste consiste à essayer de repérer dans cette activité extraordinairement performative du langage à l'intérieur de la séance, parce que il y a ce qui est dit, il y a ce qui est senti consciemment, et puis il y a ce qui est fait, et qu'on ne sait pas que l'on fait. Et au fond, s'il y a bien un plan dans lequel l'analyste doit exercer son propre rapport à l'analyse et à l'auto-analyse, c'est dans le repérage de ce qui lui est fait par le patient, et de façon totalement inconsciente. C'est la question de la distance entre l'analyste et le patient, parce que Ferenczi dit quand même, Serge Tisseron, je pense qu'il faut se mettre à la place du patient et entrer dans ce qu'il ressent. Il va quand même très loin. Oui, alors le texte de Ferenczi est merveilleux, vous avez raison de le rappeler, parce que il correspond exactement aux recherches actuelles en neurosciences sur l'empathie. C'est-à-dire, Ferenczi dit pas seulement ressentir ce que ressent le patient, mais entrer dans ce que le patient ressent. Et ensuite, il dit, cette empathie a lieu dans le préconscient. C'est-à-dire que il établit bien la distinction entre ressentir ce que l'autre ressent, qui est un mécanisme intuitif, automatique, inconscient. Je vois quelqu'un de triste, je me sens triste aussi. Voilà. Non, il dit bien que c'est pas seulement ça. Il dit que ça doit se passer dans le préconscient. Et là, on est totalement dans les définitions de l'empathie comme un processus complexe, tel que défini aujourd'hui, tel que constaté aujourd'hui par les neurosciences. C'est-à-dire un processus cognitif, un processus qui n'est pas seulement égocentré, c'est-à-dire je pense que ce que l'autre ressent, ce que je pense qu'il ressent, mais un processus qui est allocentré, je crois ressentir ce que l'autre ressent, mais peut-être je me trompe, et il faut que j'en sache un peu plus sur l'autre pour savoir si ce que je crois qu'il ressent est vraiment ce qu'il ressent. Donc ça veut dire, vous voyez, que Ferenczi, avec la notion de tact, est vraiment au plus proche de ce qu'on décrit aujourd'hui comme une empathie dans sa forme complète, pas seulement émotionnelle, mais qui intègre une dimension cognitive, c'est-à-dire l'effort de comprendre les différences de l'autre, parce que l'empathie, ça peut, si elle est uniquement affective, elle confine à l'échec. On pense que l'autre ressent forcément ce qu'on pense qu'il ressent. Ben non, et il peut être différent, et il ne faut pas toujours se fier à son intuition. Le texte de Ferenczi est formidable pour ça. Mais Freud va exprimer ses réserves dans la réponse à Ferenczi, justement, en disant il faudrait déjà, à l'attention des débutants, dépouiller le tact de son caractère mystique. Il dit bien qu'il faut peut-être user le tact, mais selon certaines règles qui seraient bien établies. Il a conscience des dangers de cette volonté de se mettre à la place de l'autre. Oui, alors qu'il y a un danger, effectivement, mais en même temps, ce qui est bien montré aujourd'hui, c'est que c'est quand même le premier barreau d'une échelle, la première marche d'un escalier qui mène finalement au fait de pouvoir partager avec l'autre des valeurs, des convictions, et finalement c'est la condition d'une rencontre réussie, une rencontre dans laquelle chacun vient avec ses a priori, et puis à la fin de la rencontre, chacun a évolué. Mais si le psychanalyste n'accepte pas de développer une relation avec son patient qui a une composante empathique, l'analyste ne va pas se donner la possibilité d'évoluer avec ses patients. Mais alors comment pouvez-vous, et je vous pose la question puisque vous avez fait vraiment témoigner de votre propre analyse, Serge Tisseron, dans votre livre, mais la question s'adresse également à Laurence Kahn, évidemment, faire de votre cas particulier, de votre expérience, ce que vous présentez comme étant finalement un point de vue sur l'exercice de la psychanalyse en général. Non, je ne le présente pas comme le point de vue, comme une possibilité d'exercice en général. Ce que je dis, c'est que c'est quand même une pratique, une forme de pratique qui est très liée à l'existence de traumatismes précoces et notamment de ce qu'on appelle les traumatismes négatifs. Ce qu'un traumatisme négatif, c'est un parent indifférent. C'est-à-dire qu'un traumatisme positif, c'est un parent qui vous malmène, qui vous bat, qui vous viole, voilà, qui vous impose des sévices sexuels. Ça, c'est les traumatismes positifs qu'on peut identifier comme tels. Un traumatisme négatif, c'est un parent inattentif, un parent qui a toujours la tête ailleurs, un parent qui répond jamais aux questions, un parent qui vous répond à côté, un parent qui n'a aucune empathie pour vous. Et si vous avez un parent qui n'a aucune empathie pour vous, vous avez des problèmes pour établir des liens avec les personnes. Vous vous sentez toujours rejeté, vous vous sentez toujours abandonné, vous avez l'impression que vous n'êtes jamais compris. Et si vous n'avez pas un psychanalyste qui va travailler dans le sens contraire pour vous montrer explicitement qu'il vous comprend, qu'il vous suit, qu'il vous accompagne, vous n'allez jamais pouvoir dépasser ces traumatismes. Voilà, négatifs. Mais ce que je voulais dire, c'est la difficulté finalement de théoriser ce que nous sommes en train de dire, et qu'il faudrait quasiment un type de psychanalyste particulier en fonction
du cas particulier qu'est le patient. Exactement. Moi, ce que je dis, c'est que le modèle qui s'est imposé de la psychanalyse, c'est le modèle que vous avez évoqué au début du psychanalyse froid-distant, ça peut obéir, bon, j'en sais rien, mais disons, je crois sur parole les analystes qui disent que ça obéit au fonctionnement psychique de certains patients, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça ne correspondait pas du tout à mon propre fonctionnement psychique et que je rencontre beaucoup de gens qui se sont détournés de la psychanalyse parce qu'ils ont eu affaire justement à ces psychanalystes froids, distants et dénués de tout regard, de tout geste d'empathie. Ils se sont détournés de la psychanalyse. Il y en avait qui étaient des gens formidables, qui ont basculé vers d'autres formes de thérapie beaucoup moins humanistes, à mon avis, parce que ils avaient été découragés par ce genre de psychanalyse, parce qu'ils souffraient, je pense, pour les connaître un peu, ils souffraient justement d'avoir eu des traumatismes négatifs et que cette forme de psychanalyse que vous avez décrite au début comme une salle de faute chirurgicale ne permet absolument pas d'élaborer ces traumatismes négatifs. Laurence Kahn, est-ce que ça veut dire qu'il faut se garder de faire une théorie, qu'il faut vraiment concevoir ici la psychanalyse comme une pratique qui doit s'adapter finalement au cas par cas? Alors, s'adapter au cas par cas, assurément, et d'ailleurs Serge Tisseron a très clairement évoqué le problème de l'indication d'analyse, c'est-à-dire indication d'analyse, indication de face-à-face. Il est tout à fait clair que on ne pose une indication d'analyse que dans certains cas et pas dans tous. Donc l'usage au fond du rôle du face-à-face, de l'étai que représente en soi le visage de l'analyste dans le face-à-face, aussi la perception, la lecture directe des émotions éventuellement de l'analyste sur son visage, bien évidemment que ça joue un rôle. Cela dit, même lorsque le dispositif est un dispositif divan-fauteuil, il est tout à fait clair que le patient a une perception extrêmement claire de l'habitus corporel de son analyste. Sa respiration, ses grattements de gorge, ses croisements de jambes, ses décroisements de jambes. Enfin bon, l'analyste travaille avec son corps de toute manière. Donc que ce soit le face-à-face ou que ce soit le dispositif divan-fauteuil, cette dimension corporelle est absolument présente dans l'analyse. Bon, je ne sais pas, au fond, je crois que je ne sais pas ce que c'est qu'un analyste qui ne serait pas du tout empathique. Finalement, je ne sais pas du tout ce que c'est. En revanche, ce que je sais très bien, c'est à quoi sert actuellement la caricature de la psychanalyse non empathique. Et là, c'est un tableau complet. C'est pour ça, j'y reviens à propos de votre question, lorsque vous dites, mais il faudrait adapter la psychanalyse. Mais jusqu'à quel point l'adapter ? Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Parce que vous écrivez très bien les travers de cette position. Oui, c'est ça, c'est jusqu'où on va aller dans l'adaptation, non seulement de la méthode, mais de la théorie. Et là, on s'aperçoit que le spectre, depuis ce que Kohut a commencé à développer à propos justement des pathologies, des blessures narcissiques telles que Serge Tisseron les décrivait à l'instant, c'est-à-dire 1956, mettons 1956-1960, jusqu'à la self-disclosure, c'est-à-dire l'autodévoilement de l'analyste par lui-même pour que le patient vraiment comprenne qu'il n'y a aucune position d'autorité, comme si ça changeait quoi que ce soit. Je veux dire, la position d'autorité de l'analyste, c'est le patient qui l'impute à l'analyste. Et l'analyste pourra, par tous les moyens, tenter de dénier cette position. Elle fera retour, parce qu'elle vient de sources très très anciennes. Donc, au fond, dans ce très grand spectre, le problème, c'est de quelle manière on a lâché un modèle de la psychanalyse qui fait que maintenant, elle est à l'extrême limite animée par l'idée que, en soi, la relation va avoir une fonction correctrice, ce qui est quand même tout à fait problématique en tant que telle, et avec aussi l'idée, non moins caricaturale, que la source des malheurs serait traumatique. Mais qu'est-ce qu'on appelle trauma ? Et là, il faudrait retourner vers la théorie pour redéfinir ce qu'on appelle un trauma. Un dernier mot, Serge Tisseron ? Oui, les gens font une psychanalyse pour aller mieux, pas pour faire une psychanalyse la plus juste possible. Donc, s'il y a des adaptations, tous les moyens sont bons pour parvenir à s'il y a des la adaptations qui sont discutables du point de vue de l'orthodoxie freudienne, bon ben oui, ça se discute du point de vue de l'orthodoxie freudienne, mais du point de vue de la demande des patients, je pense que l'important c'est d'absolument adapter la technique à ce qu'on peut ressentir, ce que l'analyste ou le thérapeute peut ressentir de l'urgence du patient.
Et puis quand les urgences sont résolues, quand une bonne relation est établie, on peut choisir d'aller plus profond. Mais vous savez, aujourd'hui, beaucoup de traitements d'inspiration analytique n'estiment pas indispensable d'aller au plus profond de la vie psychique infantile et des racines du transfert négatif. There are smiles that make us happy. There are smiles that make us blue. There are smiles that steal away the teardrops, and some may steal away the dew. There are smiles that have a tender meaning, that the eyes of love alone may see. And the smiles that fill my heart with sunshine are the smiles that you give to me. There are smiles that make us happy. There are smiles that make us blue. There are smiles that steal away the teardrops as the sun rays steal away the dew. Et oui, il y a des sourires qui nous rendent heureux et d'autres qui nous rendent mélancoliques. C'est Andy Bay and the Bay Sisters qui le chantent, puisqu'on a Serge Tisseron terminé avec cette idée selon laquelle on allait en psychanalyse pour aller mieux. Donc voilà, quelle est la place du sourire finalement dans cette analyse? Ça aurait été une autre manière de formuler le sujet de l'émission. Un grand merci à tous les deux, Laurence Kahn et Serge Tisseron, d'avoir discuté ensemble de cette question passionnante. Laurence Kahn, votre livre s'intitule « Le psychanalyste apathique et le patient postmoderne ». On le trouve aux éditions de l'Olivier. Serge Tisseron, les fragments d'une psychanalyse empathique sont chez Albin Michel, ainsi que votre tout dernier livre, Le jour où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle, toujours chez Albin Michel. Eh ben alors, si ça existe. Smiles that you gave to me. Vous écoutez France Culture, il est 10h51 sur les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver non pas un robot, mais une personne pour laquelle toute notre empathie, y compris la vôtre, chers auditeurs, se porte quotidiennement. Il s'agit de Géraldine Mosna-Savoie. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un penseur, je ne suis pas non plus tout à fait un écrivain comme on l'entendait il y a 50 ans. Je vais de la pensée à la phrase et réciproquement. Ni philosophe, ni penseur, ni écrivain, mais alors qui est Roland Barthes? Cette question, vous serez très vite amené à la réentendre, car dans un peu plus d'1 mois, le 12 novembre, aura lieu le centenaire de sa naissance. Et pour l'occasion, plusieurs ouvrages de Barthes ou sur Barthes sont parus ou reparus. Et bien parmi cette foule de textes, et qui fait un peu bande à part, il y a ce documentaire de Chantal et Thierry Thomas qui sera diffusé ce soir même sur Arte à 22h45. Ce film fait un peu bande à part parce qu'il saisit, par sa structure et son dispositif d'image, le cœur même de l'entreprise de Roland Barthes, à savoir interroger la responsabilité de la forme du langage. S'interroger sur le fait d'aller cueillir un fruit au jardin ou s'interroger sur un mythe social, ça participe de la même pulsion, de la même envie de savoir qu'est-ce que ça signifie. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Voilà une manière d'interroger la forme du langage et voilà le cœur même de l'œuvre de Barthes, sa signification, son sens pour être accord avec ses propres propos. Et c'est précisément ce que parvient à rendre ce documentaire. En superposant les archives, la voix de Barthes et ses images de différentes époques, sans souci véritable d'une chronologie, il en saisit le sens tout en évitant l'écueil de donner une direction à son œuvre, tout en évitant d'en construire une mythologie ou même un stéréotype dont Barthes disait avoir la haine. Eh bien, ce documentaire fait bien plutôt apparaître tout le théâtre de Barthes, la manière dont il va de la pensée à la phrase, comme il le disait, dont il met lui-même en scène le langage qu'il a toute sa vie interrogé. Et c'est donc paradoxalement en faisant de sa voix une image elle-même qui se décrypte elle aussi comme un signe que tout le langage de Barthes révèle ici ce qu'il a encore d'inexploré. Je ressens toujours d'une façon poignante le fait que souvent j'écris pour être aimé, au fond, peut-être même parfois de tel ou tel. Et en même temps, je sais très bien que cela ne se produit jamais, qu'on n'est jamais vraiment aimé pour son écriture. Alors Raymond Barthes ce soir, à l'occasion donc de la diffusion du documentaire de Chantal et Thierry Thomas sur Arte à 22h45, et ça s'appelle Roland Barthes, le théâtre du langage.
Merci beaucoup Géraldine, ça donne envie. On sera donc ce soir en train de regarder le documentaire, ou même un peu plus tard, car je sais que sur Arte on peut regarder les documentaires en ligne un peu plus tard. Merci à tous, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée aux mots de la psychanalyse. Demain, on mettra la psychiatrie sur le divan en compagnie de Roland Gori et de Steve Demazeux. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant l'émission du jour. Vous pourrez réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette semaine et des semaines précédentes, et vous pourrez surtout les télécharger, les podcaster, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe vous donne également rendez-vous sur Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires.